Mesdames et messieurs, c'est toujours un réel plaisir d'être parmi vous dans cette nouvelle édition. Bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité de ce soir, pour redresser la Jirama, une nouvelle direction sera installée à la tête de cette société étatique à partir du mois de mai. L'annonce a été faite par le président Andradzuel lors de la réception du premier lot de panneaux solaires à Tuamasin. Ces panneaux solaires produiront 50 MW et seront installés dans 47 districts. Sur place, Judikael Ranjanirin et Andra Zanjabe pour plus de détails. Des panneaux solaires contenus dans 163 conteneurs ont été réceptionnés ce matin au port de Tuamasin. Ces panneaux solaires généreront 50 MW. Il s'agit de la première vague. Au total, 300 conteneurs sont attendus. Ils ont été spécialement choisis car ils sont faciles à installer et disposent de batteries capables de produire jusqu'à 3 heures après le coucher du soleil. La mise en place de ces panneaux augmentera ainsi le nombre de populations qui pourra bénéficier de l'électricité car ils seront installés dans 47 districts. L'insuffisance d'approvisionnement en carburant de la Jirama constitue un problème grave et récurrent. 1200 milliards d'ariars par an, c'est aussi la somme dépensée par le gouvernement pour payer le carburant pour la Jirama. L'installation de ces panneaux solaires est donc une véritable solution pour le secteur énergétique, souligne le président de la République Andradzuel. L'électricité pour tous et la promotion des énergies renouvelables s'inscrivent dans le cadre du redressement de l'entreprise Jirama. Pour accélérer la reprise, la direction de l'entreprise sera assurée par un privé qui a déjà redressé le secteur de l'électricité au Rwanda. Outre les panneaux solaires qui produiront 50 MW, il existe également des groupes électrogènes financés par le gouvernement qui ont une capacité de 105 MW, dont 30 MW seront installés immédiatement à Tuamasin pour répondre aux besoins de la population, selon les instructions émises par le président de la République. Et le défi lancé par le président de la République dans la capitale de la région de l'Est est de changer Tuamasin pour qu'elle soit belle et attractive. Il est actuellement en cours de concrétisation. Les travaux connexes tels que la construction de voies rapides reliant la RN2 au port, la réhabilitation du boulevard Ratimlao, la construction du gymnase de 4000 places et la construction de Miami sont en cours. Aujourd'hui, le président Andradzuel a ordonné la réfection des rues endommagées à Tuamasin à partir de la semaine prochaine. Toujours un reportage de Judikael Ranjanirin et Andra Zanjabe. Dans toutes les rencontres qu'ils ont eues avec le président aujourd'hui, les habitants de Tuamasin étaient toujours impressionnés par la proximité de ce dernier avec le peuple, ainsi que de sa préoccupation pour leur intérêt. Cela a été évident à Mangarivch, où la route en pavé a été inaugurée. Elle a été réhabilitée pour que les usagers ne marchent plus dans l'eau et la boue lorsqu'il pleut. Et bien qu'il ait plu aujourd'hui, la population est venue nombreuse pour rencontrer le président malagasy. Une solution permanente face à la dégradation des routes empruntées quotidiennement par les habitants de Tuamasin sera apportée à la suite de cette tournée. Le président a vu toutes les routes et leur mauvais état. Il a donné des instructions pour que les réhabilitations commencent. On peut dire que Tuamasin a été gâté au vu des réalisations dont la population a bénéficié. L'une des plus remarquables est l'énorme infrastructure qui est actuellement en construction, à savoir la voie rapide reliant le port et la RN2. Les travaux avancent selon les constatations du président de la République. La réhabilitation du boulevard Ratimlao, détruit par un typhon il y a 34 ans, marquera la transformation de la capitale de la région Est. Les travaux seront achevés vers la fin mai de cette année, selon les explications. Et toujours au mois de mai, le 25 plus précisément, aura lieu l'inauguration de Miami. Par ailleurs, 80% des travaux sont désormais réalisés pour le nouveau gymnase ou l'Arena Sport de 4000 places. La mise en œuvre de toutes les tâches nécessaires aux résidents pour développer la ville est en cours. L'un d'entre eux est le nettoyage du canal des Pangalan, auquel le président Andradzuel n'a rendu visite aujourd'hui.
L'achèvement du nettoyage et de l'entretien du canal permettra de le rouvrir afin de relier toutes les localités de l'Est. Les travaux créeront des emplois pour les résidents car 2000 personnes seront embauchées. Le président Ajrazuel a également démarré la distribution de lampes solaires pour Touamassen. Et à présent, direction à Maurice, où une délégation du Sénat de Madagascar, composée du général Ravalmanana Richard, président du Sénat, et du sénateur Andjiananjasana Azanianataïn, participe à cette conférence interparlementaire du 18 au 19 avril. Ce sera une opportunité de réitérer l'engagement du Sénat de Madagascar au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, de faire des échanges sur les différentes priorités de la région face aux défis divers auxquels le monde contemporain doit faire face. Les transitions politiques dans certains pays de l'Afrique francophone, le changement climatique, la lutte contre la pauvreté et l'intégration de l'approche genre, ainsi que la place de la langue française dans les instances internationales font partie de ces priorités. Et direction Atana pour la suite des actualités. Les parlementaires et les élus candidats à la législative le 29 mai prochain ne sont pas obligés de démissionner selon le rappel du président de la Haute Cour constitutionnelle. Il a précisé que tout candidat à une élection qui fait des déclarations publiques tendant à jeter le discrédit sur l'administration électorale ou les institutions judiciaires est susceptible de disqualification, comme le stipule l'article 226 du Code pénal et l'article 208 du Code électoral. Détails sur les images de Yves Janel. Outre les ministres du gouvernement qui ont déjà démissionné, de nombreux députés, maires et élus se présentent aux élections législatives du 29 mai. Le président de la HCC a annoncé aujourd'hui qu'ils ne sont pas obligés de démissionner. Par ailleurs, ils ne peuvent pas utiliser les biens publics jusqu'à la fin des élections. Certaines des personnes qui se sont présentées aux élections ont également des affaires devant les tribunaux. Selon le président de la HCC, Florent Rakoutouarsou, ils ont toujours le droit de se présenter aux élections s'ils n'ont pas encore été condamnés et s'ils ont un casier judiciaire vierge. D'autre part, il a mis en garde contre la diffamation envers la Haute Cour constitutionnelle concernant la Constitution et la décision rendue par les juges de cette institution. Afin de procéder à une élection apaisée et acceptée par tous, il y a eu aujourd'hui un atelier avec tous les acteurs de l'élection, tels que la HCC, la CENI, la société civile et les candidats à la HCC en Bouida. Toujours concernant les législatives, les ministres intérimaires des 7 ministres démissionnaires ont été connus hier lors du Conseil des ministres. En effet, le président de la République, Ajrazuel, a accepté la démission des ministres qui se sont présentés aux courses aux législatives. Les détails. La présidence de la République a publié un communiqué hier dans la soirée annonçant que le président de la République, Ajrazuel, a accepté la démission des 7 ministres candidats aux législatives. Des intérimaires prendront donc le relais. Ainsi, le ministre de l'Intérieur sera assuré par Nainanjia Titwain, ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Fidenia Vravugac, ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, sera intérimaire du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le professeur Zél Andjemanatan, ministre de la Santé, sera en charge par intérim du ministère de l'Éducation nationale. Anchaftia Narzakabon, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, sera intérimaire de la ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle. La ministre des Affaires étrangères, Rafara Vaftaf Karasat, assurera l'intérim du ministre de la Communication et de la Culture. Quant à la ministre de la Justice, Ranjamalatina Souland Boulatine, elle assurera l'intérim de la ministre de la Population et des Solidarités. Et enfin, le ministre des Transports et de la Météorologie, Ramouzavel Valéry, sera l'intérim du ministre de la Jeunesse et du Sport. Toujours dans ce contexte, les candidats de la plateforme IRMAR sont présents dans les 120 districts de l'île, preuve de la force de cette coalition engagée pour le développement de Madagascar. Elle marque également la pleine participation du peuple à la démocratie à travers les élections. Ça, Sylvain.
La plateforme IRMAR fait montre d'ardeur dans les législatives. En effet, elle est première en matière de candidature dans tout Madagascar, avec un candidat dans chacun des 120 districts de Madagascar. Comparativement, l'opposition n'est présente que dans 56% des districts, soit 68 districts sur 120. Par ailleurs, 3 districts ne comptent qu'un seul candidat chacun, tous issus de l'IRMAR. Il s'agit des districts de Simbave, Tsaratanan et de la Linguine. En général, près de 2 ou 3 candidats s'affronteront dans la majorité des circonscriptions selon la liste officielle publiée par la Commission électorale nationale indépendante. Les candidats de l'IRMAR sont prêts à remporter l'élection. Ils ont fait l'objet de sélections basées sur plusieurs critères, notamment leur soutien et leur participation lors de la campagne présidentielle en 2023. Ces personnes ont également un casier judiciaire vierge, sont sociables et ouverts à tous. Les expériences et les compétences de chaque candidat ont également été jugées. Rappelons que pas moins de 14 anciens ministres composent la liste, hormis les 7 membres du gouvernement. À part des sénateurs, des gouverneurs, maires, la liste comprend des militants politiques, des entrepreneurs et des travailleurs sociaux. La campagne électorale pour les législatives débutera le 8 mai prochain. Selon la loi organique 110 relative aux élections, les candidats ont le droit de s'exprimer sur la chaîne nationale. L'organisation relève de la CENI. Saï Sylvain. La campagne électorale débutera ce 8 mai et se terminera le 27 mai. Les candidats à la course pour le palais de Timbazaz auront donc 21 jours pour présenter leur programme à la population. Après le tirage au sort d'hier, chaque candidat a droit à des interventions sur la chaîne nationale, sans pour autant inviter la population à voter pour lui avant le 8 mai. Selon Tahira Tsimanjesi, un responsable auprès de la CENI, les candidats peuvent intervenir 2 fois sur la chaîne nationale, avant et lors de la campagne électorale. Le but étant la transparence et l'égalité des candidats. En économie, plus de 35 000 touristes ont visité Madagascar durant le premier trimestre de 2024, selon les statistiques publiées par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Rien que pour le mois de mars, ils étaient 14 000 à débarquer chez nous. Pour plus de détails. 36 833, tel est le nombre de touristes venus à Madagascar les 3 premiers mois de 2024. D'après ces statistiques, 43,84% viennent de France, 9,09% membres de la diaspora, 47,7% restants sont originaires de Maurice, Inde, Italie, Chine, Allemagne et États-Unis. Toujours selon les statistiques, le mois de mars était la période où l'affluence a été à son summum avec 14 550, soit plus de 2108 touristes par rapport à l'année dernière où ils étaient 12 442. Le ministère espère encore plus de touristes pour les 9 mois restants. Et puis le programme AFAFI Centre entre dans la deuxième phase cette année 2024. De ce fait, un atelier s'est tenu aujourd'hui à Anoussi pour coordonner et partager les points de vue sur la mise en œuvre de cette deuxième vague de ce programme qui porte sur l'accompagnement multiforme des agriculteurs et des éleveurs. Le programme dure 5 ans. Natera Koutmav, Zaranjansu. Alors que le programme AFAFI Centre était mis en œuvre dans les régions de Nalamang, Itas et Lochamangour dans la première phase, il sera étendu aux régions Bonglav et Vaknakarach pour les 5 années à venir. En revenant sur cette première phase de ce programme AFAFI Centre, qui est l'appui aux agriculteurs dans les milieux ruraux, les responsables ont déclaré que les résultats obtenus ont été satisfaisants. L'objectif atteint, le programme a été élargi pour une deuxième édition à partir de cette année. Les résultats se focalisent dans le domaine de l'environnement, mais il y a également la mise en place de centres de collecte et de vente de lait, entre autres. Selon la chef de mission du programme AFAFI Centre, les réalisations ont été comme suit. 15 290 hectares de surface reboisée, 3 712 000 kilos de poissons pêchés, 103 tonnes de poissons commercialisés, 16 737 certificats fonciers délivrés, 34 infrastructures réalisées dans le cadre du budget participatif avec les communes, notamment des CSB, des bureaux de Foucontagne, des sites communautaires, des ponts ou encore des écoles. 34 744 tonnes de charbon vert ont été également
produits, tandis que 53 454 foyers améliorés. L'objectif est de doubler ces résultats en cette deuxième phase du programme. Ce programme AFAFI Centre est également réparti en 5 projets qui incluent le secteur agricole, l'élevage, la production de charbon vert, en plus de la plantation d'arbres. Les cibles restent les agriculteurs et le secteur privé en cette deuxième phase. Afin de pouvoir atteindre les objectifs fixés et définir toutes les conditions qui conduisent à la mise en œuvre de la deuxième phase du programme AFAFI Centre, financé par l'Union européenne, un atelier a eu lieu aujourd'hui à Anous, regroupant tous les acteurs impliqués dans le programme. Et côté sport, le Mama FC et le 3FB Touliard ont été sanctionnés suite au comportement de quelques-uns de leurs joueurs sur le terrain lors de la 7e journée de PLF dans la conférence Sud. Le 3FB, dont l'un des joueurs a agressé un arbitre, est qualifié pour les playoffs, mais des sanctions sévères ont été prises à leur encontre, notamment le fait de ne pas recevoir ses matchs sur son terrain. Anzaradon Arvel ou Prassamanan. Lors du match de la PFL édition 2023-2024 du 14 avril 2024 au complexe sportif Footvourne opposant le Mama FC et le 3FB de Touliard, des altercations ont été provoquées par des membres de l'équipe de 3FB Touliard après qu'un de ses joueurs a reçu un carton rouge synonyme d'expulsion à la 35e minute de jeu. Le 4e arbitre a été ensuite agressé par un supporter du club 3FB Touliard à la 37e minute et ce club a proféré des menaces à l'encontre des officiels de ce match. Ainsi, après examen des incidents survenus lors de ce match comptant pour la 7e journée de la conférence Sud et considérant la récidive du club 3FB Touliard ainsi que la gravité des faits, il a été décidé à l'unanimité que ce club est tenu entièrement responsable de l'envahissement du terrain survenu lors du match submentionné. En conséquence, le 3FB Touliard se voit interdire de recevoir ses matchs, notamment les playoffs à Touliard. Les matchs du club seront dorénavant organisés par la CFEM à Antananarivo et se joueront à huis clos, selon les explications du président du CFEM, Rakutor Manana Entsu, dit Tot. Le club 3FB est également sommé de s'acquitter de ses arriérés financiers dans les plus brefs délais. En cas de non-respect de cette exigence, le club sera exclu de la compétition et ne pourra plus jouer aucun match, selon toujours les explications. Le CFEM rappelle également au club 3FB Touliard que toute récidive entraînera des sanctions plus sévères et en cas de nouvel incident, le 3FB sera relégué directement en D2. Poursuivant avec les actualités internationales, le Hezbollah libanais a dit avoir visé un poste de commandement militaire dans le nord d'Israël qui a déploré 14 soldats blessés en riposte à la mort de 3 de ses combattants la veille dans des frappes israéliennes. France 24. Ambulances et véhicules blindés opèrent côte à côte. Des drones explosifs et des missiles viennent de s'abattre sur cette base militaire au nord d'Israël. Une attaque lancée depuis le Liban, à quelques kilomètres d'ici, et revendiquée par le Hezbollah. L'armée israélienne fait état de plusieurs blessés. Ces dernières heures, un certain nombre de missiles anti-chars et de drones ont été identifiés alors qu'ils traversaient la frontière depuis le territoire libanais vers le village d'Arab al-Aramsh, dans le nord d'Israël. 6 soldats ont été grièvement blessés, 2 modérément et les 6 autres légèrement. En réaction, l'armée israélienne a rapidement diffusé ces images de frappes aériennes. Elle aurait identifié les sources des tirs et ciblé en retour plusieurs complexes militaires du Hezbollah dans les régions de Nakoura et de Yarin, au sud du Liban. Une escalade qui intervient au lendemain de la mort de 3 combattants du Hezbollah, dont un commandant local, ciblé par une frappe israélienne sur le sol libanais. Cette frontière est le théâtre d'échanges de tirs quotidiens entre Israël et la milice libanaise, alliée de Téhéran et du Hamas. Au total, plus de 300 personnes sont mortes du côté libanais de la frontière, principalement des membres du Hezbollah, mais aussi des dizaines de civils. Côté israélien, l'armée dénombre une vingtaine de morts. Et le speaker de la Chambre américaine des représentants a annoncé un vote pendant le week-end sur des propositions de loi débloquant des fonds pour l'Ukraine, Israël et Taïwan. S'il est adopté, le lot de textes sera ensuite étudié par le Sénat à la majorité démocrate avant éventuellement d'arriver sur le bureau de Joe Biden pour promulgation. France 24. À quelques kilomètres du front,
Ces soldats ukrainiens profitent d'un peu de répit. Contraints d'économiser chacune de leurs munitions faute de quantité suffisante, leur bataille face aux troupes russes se joue sur leur terrain, mais aussi à des milliers de kilomètres sur un autre théâtre d'opération, Washington et la Chambre des représentants. Après des mois de blocage, le vote des enveloppes d'aide économique et militaire à Israël, Taïwan et à l'Ukraine doit y avoir lieu ce samedi. Je signerai cette loi immédiatement pour envoyer un message au monde. Nous sommes aux côtés de nos amis et nous ne laisserons pas l'Iran ou la Russie gagner. Distincts, les textes prévoient 26 milliards de dollars d'aide pour Israël, plusieurs milliards pour Taïwan et surtout 61 milliards de soutien principalement militaire pour l'Ukraine. Il n'est pas exagéré de dire que chaque jour compte. La Chambre doit agir cette semaine pour aider l'Ukraine et Israël qui se défendent contre Vladimir Poutine, la Russie et le régime iranien. Le Congrès doit agir. Mais dans les rangs des républicains les plus radicaux, l'aide à Kiev suscite toujours le rejet au point de menacer son propre speaker. Il y a un an, l'aile la plus extrême du parti avait obtenu la tête du chef républicain Kevin McCarthy. Mercredi, l'élu trumpiste Marjorie Taylor Greene n'a pas hésité à raviver la possibilité d'une motion de censure. Joe Biden vient d'annoncer son soutien au projet que Mike Johnson tente de faire passer en force. Johnson n'est pas notre chef, il est le leur. De son côté, Mike Johnson assure qu'il ne démissionnera pas. Le vote du lot de texte d'aide samedi lui assurerait une victoire dans le pugilat républicain. Pour terminer, le président ukrainien Volodymyr Zelensky adresse ses condoléances aux familles et aux proches des personnes décédées et blessées lors de l'attaque sur Tchernigiv. France 24. Dans les décombres, ces secouristes s'activent pour tenter de retrouver des victimes. Juste à côté, on peut voir de nombreuses marques de sang, signe de la lourdeur de cette attaque. Ici, à Tchernihiv, au nord de l'Ukraine, c'est une triple frappe russe qui a touché ce quartier. Nous avons ressenti 2 explosions consécutives et l'odeur de la fumée nous est parvenue. Toutes les fenêtres ont été soufflées. Sous l'effet du stress, je suis resté assis pendant près d'une demi-heure avant de pouvoir reprendre mes esprits. Près de 20 bâtiments ont été touchés, dont des infrastructures médicales et d'éducation. Il s'agit certainement de l'attaque la plus meurtrière dans cette ville, située à une 60aine de kilomètres de la frontière avec la Biélorussie. Je présente mes condoléances à tous ceux qui ont perdu un être cher. L'opération de sauvetage sur le site a duré toute la journée et se poursuivra jusqu'à ce que nous sachions ce qu'il est advenu de toutes les personnes susceptibles de se trouver sous les décombres. Volodymyr Zelensky a également estimé que ces frappes auraient pu être évitées si l'Ukraine disposait de plus de systèmes de défense antiaérienne. Le président ukrainien demande un niveau de défense comparable à celui vu ce week-end au Proche-Orient lors de l'attaque contre Israël par l'Iran. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Toute l'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir.